Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Nouvelle demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault. En attendant la requête officielle du parquet, le bureau du Sénat devrait se prononcer la semaine prochaine pour plus de transparence sur cette procédure qui pourrait désormais se faire à main levée. Valse hésitation du gouvernement sur la loi famille. Après avoir annoncé qu'il n'y aurait pas de loi avant 2015, Jean-Marc Ayrault se dit prêt à examiner certains aspects de ce texte. La légalisation du cannabis de retour au Sénat. Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, prône la vente encadrée alors que l'INSERM tire la sonnette d'alarme sur les risques d'addiction chez les jeunes. Débat à suivre dans ce journal. Le Sénat, à nouveau au pied du mur. Une nouvelle demande d'immunité parlementaire de l'UMP Serge Dassault a été transmise au parquet de Paris. Début janvier, le refus des sénateurs de lever cette immunité avait déclenché une vague d'indignation et de violentes critiques à l'égard de l'institution. Quentin Calmé. Atmosphère particulière lors des questions au gouvernement. L'actualité judiciaire rencontre l'actualité parlementaire. 15h40. Monsieur le ministre. Serge Dassault prend la parole dans l'hémicycle comme si de rien n'était. Pourtant, 3 heures plus tôt, on apprend que des juges d'instruction ont transmis une nouvelle demande de levée d'immunité. Demande datée du 27 janvier, mais qui n'est pas encore parvenue jusqu'au bureau du Sénat. Ça nécessite, si j'ai bien compris, quelques jours. Pour l'instant, donc, naturellement, nous n'avons rien reçu. Certains sont mieux informés que moi. Mais naturellement, dès que nous serons saisis, eh bien, nous réagirons et nous réunirons le bureau. Au centre des préoccupations, la forme que prendra le vote du bureau. C'est précisément à cette Assemblée, au Sénat, que de fixer les règles. Ce n'est pas au gouvernement de les fixer pour elle. Donc moi j'ai entendu le président du Sénat s'exprimer en faveur d'une transparence sur les votes qui seront émis la prochaine fois sur une telle demande d'immunité. Lors du précédent vote, 2 voix avaient fait défaut pour lever l'immunité de Serge Dassault. Impossible à ce moment-là de savoir qui avait voté quoi. À droite, on dénonce un acharnement. Ah, il s'agit de quoi? De faire une loi d'exception, de le harceler, de faire un vote à main levée peut-être. On ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans au Sénat. Donc les circonstances sont à mon avis un peu curieuses. Faire ça à M. Dassault, je trouve que c'est pire que pour quelqu'un d'autre. Les 26 sénateurs qui composent le bureau se réunissent le 12 février prochain. Il sera question d'adopter le vote à main levée et ainsi d'abandonner le scrutin secret instauré en 2009. On croyait la loi famille enterrée depuis l'annonce du gouvernement de repousser l'examen de ce projet de loi 2015. C'était sans compter l'annonce du Premier ministre. Ce matin, Jean-Marc Ayrault s'est dit prêt à examiner certains aspects de ce texte. Mounir Soussi. Sous la pression des députés de son camp, Jean-Marc Ayrault fait des concessions aux parlementaires. Ils pourront finalement discuter de certaines dispositions de la loi famille avant 2015. Il y a des mesures concrètes qui sont à l'ordre du jour que les parlementaires vont reprendre. Le gouvernement est tout à fait prêt à les examiner sans tarder. Après, il y a des questions plus complexes sur lesquelles il faut dépassionner. Le Premier ministre met en avant des mesures consensuelles comme la question des droits de garde d'enfants. La PMA et la GPA sont exclues des débats. Pourtant, pour la ministre de la Famille, cette décision n'est pas synonyme de recul. Vous voyez qu'il n'y a aucune forme de renoncement, que nous continuons à travailler sur ces sujets qui améliorent le quotidien des familles françaises. Petit message pour les manifestants du dimanche, nous continuons de transformer la société française et avec la société française, nous y arriverons. Ce nouveau flottement ouvre une brèche dans laquelle l'opposition s'engouffre. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a des allées et venues sur le plan politique au niveau de la majorité et que la majorité est totalement perdue sur ce dossier. Les parlementaires obtiennent une marge de manœuvre, mais Claude Barthelone avertit, ils ne pourront s'en servir qu'au printemps, après les élections municipales. Le Conseil d'État repousse sa décision sur Vincent Lambert. La question du maintien en vie de ce tétraplégique en état végétatif a été jugée trop complexe par le juge des référés qui préfère renvoyer l'affaire à une formation collégiale. Bataille autour de l'accès aux données de santé. Alors que le mouvement de l'open data, l'accessibilité aux données, s'amplifie en France, les données de santé restent toujours autant confidentielles. Le Sénat a organisé ce matin des auditions sur ce thème sensible. Flora Sauvage. Officiellement, tout le monde est d'accord. Il faut ouvrir l'accès aux données de santé tout en mettant des garde-fous.
Mais en coulisses, la bataille fait rage. Si on veut faire une véritable politique de stratégie nationale de santé, il faut absolument que ces données de santé anonymisées puissent être ouvertes à tous. Aujourd'hui, les données de santé sont quasiment inaccessibles. Seul le système national d'information interrégime de l'assurance maladie possède les informations sur les prescriptions de médicaments, les consultations médicales ou encore les tarifs. Mais dans un manifeste intitulé « Liberté pour les données de santé », plusieurs associations et revues de défense des patients réclament de pouvoir exploiter à leur guise ces données de façon anonyme. La question qui nous est posée est de savoir qui doit avoir accès. Je pense que vous avez compris que notre réponse à nous est que la société civile, dans son ensemble, devrait y avoir accès parce qu'elle peut apporter des choses. La question que je poserai en retour, moi, c'est pourquoi il y a un tel blocage? À qui est-ce que ça fait aussi peur que ça? Pour l'assurance maladie qui gère ces données de santé, il faut protéger ces informations au motif qu'elles sont sensibles. Quand je discute avec mes amis américains anglais, ils nous regardent avec stupéfaction en pensant que nous sommes un pays très riche pour nous permettre d'avoir des stratégies qui ne sont pas fondées sur du réel. Pour l'instant, le ministère de la Santé ne communique pas, tout en expliquant que le dossier est à l'étude. Et pour parler de cet accès aux données de santé, nous accueillons sur ce plateau Jean de Kervasdoué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste de la santé et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous avez été auditionné ce matin par les sénateurs. Alors vous faites partie de ceux qui plaident pour plus de transparence dans l'accès aux données de santé. À quoi ça peut servir d'avoir accès à ces données? Alors, beaucoup de choses. Ça peut servir surtout à savoir ce qui est prescrit et comment c'est prescrit pour quel type de malade. Alors, on a un trésor. Donc, une partie des trésors est ouverte. Ce sont les données hospitalières, parce qu'on a 17 millions de séjours hospitaliers. C'est assez facile de savoir qui est opéré où, comment, pourquoi. Et on s'aperçoit de choses très, très étonnantes. Par exemple, quand quelqu'un arrive dans un hôpital pour un infarctus du myocarde, donc la carte des infarctus est connue, c'est la carte de la pauvreté. Donc plus fort dans le nord que dans le sud, la variation est de 1 à 2. Mais on voit que dans certains cas, le malade va avoir un pontage coronarien. Et dans d'autres, il va avoir de la cardiologie interventionnelle. Donc, on s'aperçoit que la réponse des hôpitaux n'est pas la même. Donc, ces données sont très, très utiles. Alors, on n'a pas accès aux données des prescriptions, des médicaments et de tout ce qui est de la médecine de ville. C'est un peu paradoxal. Donc, or, on souhaite les avoir pour documenter les variations de pratiques cliniques. Alors, pour vous donner un exemple de ces choses abstraites, on aurait pu s'apercevoir, par exemple, que le Mediator était mal prescrit déjà il y a au moins une dizaine d'années. Si on avait donc on aurait pu éviter le scandale du Mediator si on avait eu accès à ces données de santé. On se serait aperçu que les prescriptions n'étaient pas toujours liées au diabète et on aurait pu intervenir. Donc, alors qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Pourquoi l'assurance maladie refuse de donner un accès à ces données? Alors c'est une vieille histoire qui remonte à 1930. C'est que le lien entre l'assurance maladie qui date de cette époque et les médecins a été qu'on ne contrôle pas les médecins au nom de la liberté clinique. Or aujourd'hui, vous avez 8000 médicaments accessibles. Alors les médecins, quand vous leur disiez, tu connais combien de médicaments? Toi, les généralistes vous disent 200, 300, et les spécialistes vous disent 30, il y en a 8000. Il y a autant d'actes médicaux, donc on voit que les prescriptions ne vont pas être les mêmes. Ici et là, il est important d'avoir un système qui permet de contrôler si la prescription était justifiée, adéquate. Et par exemple, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 14 millions d'ordonnances par an qui ont plus de 10 médicaments. Ça, c'est incroyable, parce qu'au-delà de 10 médicaments, les interactions possibles, c'est plus de 3 millions. Donc c'est factoriel 10, hein, 10 par 9, par 8, par 7, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que les grand-mères survivent. Alors elles survivent vraisemblablement parce que probablement elles ne les avalent pas tous. Donc les économistes comme vous, si vous aviez accès à ces données, vous pourriez faire des études et ça permettrait peut-être justement de réduire la prescription des médicaments et donc faire baisser aussi les dépenses de santé en France. Parce on entendait le professeur Sicard dans le reportage. Ce sont des dépenses qu'on pourrait faire baisser en France par rapport aux autres pays. Alors, juste pour vous donner un chiffre, si on prescrivait les médicaments comme au Luxembourg ou au Danemark, on ferait 300 € d'économie de médicaments par an et par personne. Mais comme nous sommes 65 millions, ça fait 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros, simplement en réduisant les dépenses de médicaments grâce à ces données. Une dernière question, on peut quand même aussi comprendre la réticence des patients par rapport au secret médical, s'il y a un accès trop facilité à ces données de santé.
Il faut quand même des garde-fous si on Alors, autorise oui, cet accès. Vous avez tout à fait raison, mais ce sujet est bien suivi par une agence très compétente qu'est la CNIL. Et la CNIL est favorable. Commission nationale informatique et liberté. Oui, pardon. Est très favorable, sous un certain nombre de conditions, à l'anonymisation des données. Donc, il n'est pas question de savoir si M. Dupont ou Mme Durand a telle ou telle maladie. Et comme moi, j'ai été provincial, en fait, le fait de savoir si M. Dupont ou Mme Durand a telle ou telle maladie, le meilleur moyen, c'est de lui demander. En général, il vous répond. Merci beaucoup, Jean de Carvazzo, d'avoir été l'invité de ce 24h Sénat. Gros plan à présent dans cette édition sur la répartition des richesses entre les communes pauvres et les communes riches. C'est ce qu'on appelle la péréquation. Comment la dernière loi de finances a-t-elle modifié les règles en la matière? Reportage dans les Hauts-de-Seine à Issy-les-Moulineaux, Louis Sibyl. Ici, les Moulineaux, à 2 pas du périphérique de Paris, c'est quelques 30 000 habitants et 140 millions de budget. Une commune riche du fait de nombreuses implantations de sociétés. La ville d'André-Santini se doit pourtant d'aider les agglomérations les plus pauvres. Une solidarité intercommunale qui laisse un goût amer à la mairie à l'heure des comptes. On peut estimer que le coût pour la ville, tout compris direct et indirect cette année, devrait représenter à peu près 7-8 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous demande de payer pour des collectivités moins bien gérées. Ici, les Moulineaux redonnent donc à peu près 5% de ses recettes au fonds de péréquation. Mais ce fonds est voué à augmenter. Aujourd'hui de 360 millions d'euros pour l'ensemble de la France, il devra atteindre le milliard d'euros en 2016. Une solidarité assumée par le gouvernement. Si nous retravaillons complètement sur une révision de la dotation globale de fonctionnement, c'est pour bien prendre en compte ces richesses comparées entre les revenus des habitants, l'effort fiscal qui est de chaque collectivité et faire en sorte que l'on ait là un système plus équitable. Le budget des communes les plus riches se réduit comme peau de chagrin car la dotation de l'État devrait continuer de baisser. Ici, les Moulineaux a ainsi perdu 1 million d'euros, peut-être 4 millions l'année prochaine. Tout de suite, c'est notre page spéciale municipale 2014. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors aujourd'hui on va voir Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris, qui a mis ses troupes en ordre de bataille. Et l'objectif c'est donc les municipales. Et oui, au siège du Parti communiste ce matin dans le 19e arrondissement de Paris, Pierre Laurent a rassemblé les maires qui partent ou qui repartent au combat. Au cœur des discussions, les relations compliquées avec les socialistes. Et oui, l'union de la gauche, c'est le principe souvent pour ces municipales, mais c'est pas évident de s'unir sur le terrain quand on est un opposant virulent à la politique du gouvernement au niveau national. Écoutez à ce propos Pierre Laurent. Partout où nous dirigeons des villes, nous avons proposé le rassemblement de toutes les forces au premier tour. Et quand ça n'est pas le cas, c'est parce que le Parti socialiste décide de faire une liste de division en essayant de conquérir la direction d'une ville. Mais ça serait une très mauvaise nouvelle pour les populations, parce que quand on voit l'état de la politique gouvernementale, c'est sûrement pas le moment à gauche, quand on a le choix à gauche, de choisir le candidat du gouvernement contre le candidat, la liste conduite par le communiste. En somme, on l'a compris, les alliances avec les socialistes, c'est une question de survie pour les communistes, c'est aussi une tambouille locale et puis c'est du cas par cas. Oui, mais c'est le cas, d'ailleurs en région parisienne, on a tous les cas de figure. Ben oui, prenez par exemple Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, là-bas tout baigne pour les communistes. Les socialistes se sont ralliés au maire communiste actuel, Philippe Adneau, qui est donc assuré de l'emporter. C'est une toute autre affaire dans l'Essonne, par exemple, à Grigny. Là-bas, il y a bien une liste communiste, commune entre les socialistes et les communistes, mais il y a aussi une liste dissidente socialiste qui a toute la bénédiction d'un député socialiste, Malek Bouti. Et puis enfin, il y a un endroit où là, rien ne va plus, c'est en Seine-Saint-Denis, le fief de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui selon les communistes a des visées sur l'ensemble du département et même sur la future métropole parisienne. Écoutez Didier Paillard à ce propos, l'actuel maire de Saint-Denis. Il ne suffit pas d'être président de l'Assemblée nationale, il souhaite effectivement, il a des visées semble-t-il au niveau de la métropole parisienne qui sont, encore une fois, je pense, de concentrer tous les pouvoirs sur le même, quoi. Vous l'aurez compris, petite rectification tout à l'heure, le maire de Champigny-sur-Marne n'est pas Philippe Adneau, qui est un sénateur, mais est Dominique Adneau.
En revanche, Claude Barthelone, on vient d'entendre Didier Paillard à ce propos, est surnommé le parrain de la Seine-Saint-Denis par Dominique Voynet. Dominique Voynet, dont l'ancien fief Montreuil, eh bien, la situation est compliquée, rien ne va plus. Et oui, depuis qu'elle a jeté l'éponge, ça se bouscule au Portillon. Il y a 7 candidats à Montreuil à gauche contre seulement une liste à droite. Alors parmi les têtes d'affiche, il y a le député Radzi Hamadi pour le Parti Socialiste, une liste front de gauche menée par Patrice Bessac. Alors tous les deux ont 35 ans, c'est un petit peu la génération montante. Et puis il y a aussi l'ancien maire Jean-Pierre Brard qui fut l'édile de la ville de 1984 à 2008 et qui reste apparenté communiste. Bref, si vous pensez avoir compris quelque chose à la situation de Montreuil, c'est que vous n'avez rien compris. Eh bien, merci Tam. À la veille de la visite de François Hollande en Tunisie, le porte-parole d'Ennahda, l'une des principales forces politiques du pays, était au Sénat aujourd'hui. L'occasion pour les parlementaires de saluer l'adoption d'une nouvelle constitution. Cécile Fixou. Il y a tenu personnellement. François Hollande sera présent demain à la cérémonie officielle d'adoption de la nouvelle constitution tunisienne. Pour le porte-parole d'Ennahda présent au Sénat aujourd'hui, le geste est fort. C'est un signal fort que le président Hollande envoie également aux Tunisiens et au monde, justement confirmer le soutien de la France à la transition démocratique en Tunisie. Son premier déplacement en Tunisie au mois de juillet était l'occasion justement de confirmer que la France croit dans cette transition. Le texte adopté fin janvier à une majorité écrasante et après des mois de débat a été salué par la communauté internationale. La constitution qu'a adoptée l'Assemblée constituante tunisienne est sans précédent dans le monde arabo-musulman. Elle reconnaît la liberté d'expression, elle reconnaît le caractère civil de l'État, elle reconnaît la liberté de presse, d'association, le droit des citoyens à l'information. Elle reconnaît les droits des femmes et elle instaure la parité dans toutes les assemblées. Approbation d'une nouvelle constitution, formation d'un gouvernement indépendant, la Tunisie, bonne élève du printemps arabe, semble sur la voie d'une transition démocratique. Deux défis l'attendent désormais, la reprise économique et organiser les prochaines élections présidentielles et législatives. 24h Sénat, tout de suite le débat. Faut-il légaliser le cannabis? La sénatrice Esther Benbassa veut susciter le débat avec une proposition de loi qui va plus loin que la dépénalisation, puisqu'elle propose un usage contrôlé par l'État. Le sujet est sensible, il divise la classe politique, mais aussi le monde médical. Voyez ce reportage de Pauline Dame et Paul Bouffard. C'est le quotidien de ce médecin. Aider les jeunes à sortir de leur addiction au cannabis. Le docteur Masson le constate. La consommation du THC, substance active du cannabis, a doublé entre 1990 et 2000, et particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans. Le psychiatre l'affirme, le cerveau humain n'est à maturation qu'à 28 ans. Avant cet âge, le THC peut causer des troubles. Les récepteurs dans le cerveau au THC, les récepteurs qu'on appelle cannabinoïdes, se trouvent dans des régions qui sont impliquées dans les apprentissages, dans l'attention, la concentration, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, et aussi la régulation des émotions. Entre 15 et 25 ans, eh bien, le THC va venir se fixer de manière excessive dans des régions qui ont des fonctions très importantes au début de l'âge adulte. Ce n'est pas une révélation. Déjà en 2007, une revue médicale fait état du rôle déclencheur de cette drogue douce dans certaines maladies psychotiques. L'image de la drogue douce, entre guillemets, est encore peut-être trop véhiculée, alors qu'on a effectivement suffisamment d'informations scientifiques et d'études qui ont soulevé les risques. La France serait le pays où l'on consomme le plus de cannabis en Europe. Certains prônent une légalisation contrôlée. Selon eux, elle permettrait une sortie plus rapide de l'addiction. On sait qu'il y a plus de demandes spontanées d'assistance médicale, de suivi, de soins et de risque de réussite de ce soin dans les pays qui ont dépénalisé ou encadré ou même régulé maintenant que chez nous, où la majorité des gens qui vont demander de l'aide, ils vont contraints et forcés par le juge, par la police. En France, le cannabis reste le premier produit psychoactif illicite consommé à l'adolescence.
Et on ouvre le débat dans ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Esther Benbassa, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne et vous êtes donc l'auteur de cette proposition de loi. Avec nous également sur ce plateau, Yves Pozzo di Borgo, bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de Paris. Alors Esther Benbassa, eh bien, vous pensez qu'un usage contrôlé, donc c'est ce que vous proposez, eh bien, va permettre de susciter le débat, de casser les tabous avant les élections. Ça, c'est l'objectif premier de cette proposition de loi, car vous ne vous faites guère d'illusions sur le sort qui va lui être réservé. Ouais, mais la raison du dépôt de cette loi, ce n'est pas seulement politique. Moi, je suis d'accord avec ce que le médecin a dit. Vous savez, aujourd'hui, il y a entre 1 et 2 millions de consommateurs de cannabis, 41,5% parmi les 17 ans et plus de 30% parmi les personnes de 18 à 64 ans. Et 85%, et là j'insiste, des jeunes des jeunes scolarisés avouent se procurer du cannabis avec la plus grande facilité. Donc tout ça montre que d'un côté nous avons un tabou en France et de l'autre côté nous avons une législation vraiment la plus dure d'Europe, puisque dans la plupart des pays européens le cannabis est au moins dépénalisé. Avec cette pénalisation lourde chez nous, nous avons un nombre croissant de consommateurs chaque année. J'ai pensé qu'aujourd'hui... Oui, mais laissez-moi terminer ça. J'ai pensé que si on levait le tabou, on pourrait faire plus de prévention, parce que c'est un vrai problème de santé publique aussi. Yves Pozzo di Borgo, Esther Benbassa dit la répression, ça ne marche pas, alors il faut casser les trafics et l'État doit contrôler. Par cette revue, la revue France-Forum, au Sénat, le 29 janvier. Et les chiffres qui ont été cités ont été quand même par des criminologues, c'était Alain Bauer et Xavier Hofer, et ils nous disaient qu'en ce qui concerne le marché du cannabis au niveau mondial, c'est 175 milliards de dollars. L'ONU a fait beaucoup d'enquêtes et elle constate que depuis 2005, il y a une diminution de presque 30% de la consommation de cannabis, notamment chez les jeunes. L'exemple type est notamment la Grande-Bretagne. Pour prendre un autre exemple, parce que notre observatoire français sur lequel vous sortez vos chiffres, c'est un peu souvent au doigt mouillé. Pour prendre l'exemple des États-Unis, ils ont fait, parce que vous êtes dans un bureau, ils ont fait 125 millions de tests d'urine, donc ils ont des chiffres précis. En 1990, sur ces tests d'urine, 13% de la population avait fumé du cannabis. En 2013, plus que 3,2%. Alors moi, je comprends l'intention de Mme Esther Benbassa, parce qu'elle pose toujours des problèmes de société qui sont importants, mais j'ai tendance à penser que c'est une fausse bonne idée de réguler. Pourquoi, si on accepte cette régulation, c'est un peu comme la cigarette et l'alcool. Évidemment, historiquement, le tabac nous envahit. Historiquement, l'alcool nous envahit. On essaie de réguler, mais regardez les conséquences de la consommation d'alcool. Le coût de la sécurité sociale, les coûts dans certains pays. Regardez ce qui se passe en Russie, regardez même en France ou dans d'autres pays. Regardez le tabac, on essaie de le réguler. Encore là, il y a des décisions du ministre. Il y a une baisse depuis qu'il y a la prévention. Oui, mais regardez. Et moi, j'ai tendance à penser, alors c'est un problème d'opportunité. Je ne conteste pas le fait que vous ayez déposé ce débat, mais j'ai tendance à penser que si là aussi on régulait, eh bien, alors qu'il y a une baisse de consommation en effort, parce que le cannabis qui arrive du Maroc, les jeunes savent que pratiquement c'est rempli de pesticides. Alors, ils consomment de moins en moins. Et vous avez raison, mais non, mais c'est une fausse bonne idée. Vous avez raison sur votre esprit, et là je ne conteste pas, mais c'est une fausse bonne idée parce que laisser l'autorisation, peut-être que je me trompe, d'après moi, ça va être accepté si vous voulez une consommation peut-être plus importante, même si elle est régulée. Peut-être que je me trompe, et les arguments de votre... On parle un peu dans le détail, Esther Benbassa, de votre proposition de loi. Donc c'est un usage contrôlé par l'État, exactement comme on vend aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit ça, c'est pas marqué alors, dans la loi. Alors expliquez-nous, comme on vend des cigarettes ou de l'alcool, c'est ce que vous voulez faire nous demandons qu'il y ait d'un côté la dépénalisation, sauf détention illicite, enfin détention de grande quantité ou vente illicite, etc. Deuxième volet, c'est un dispositif pour la production, à savoir combien d'hectares, etc., combien de plants
qu'on peut cultiver pour sa propre utilisation, diffusion et distribution avec licence, aussi bien à des débits qu'à des pharmacies. Nous, depuis que j'ai déposé la loi la semaine dernière, nous recevons des dizaines de lettres de pharmaciens nous disant « nous, on sait conseiller, laissez-nous le faire ». Et la troisième, la plus importante partie pour nous, c'est la prévention, la protection des mineurs. Pas de débit dans le périmètre des écoles, formation des enseignants sur les dangers du cannabis, formation des jeunes. Deuxièmement, essayer de faire de la prévention aussi bien par les médias que par d'autres moyens. Et en plus, bien sûr, s'il y a une administration ou, disons, un quelconque groupe désigné par l'État qui pourrait contrôler la vente du cannabis, on saurait aussi quelle est la composition du cannabis qui serait sur le paquet et sur les paquets il y aurait la mention danger. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et on a vu avec le tabac, le fait de faire de la prévention a fait baisser le tabac. Quand il y avait la prohibition de l'alcool en Amérique, on connaît les conséquences. Regardez des mafias qu'on a encore sur le marché d'ailleurs. Des sociétés conservatrices comme l'Amérique, au Colorado, le modèle que je préconise, est déjà en marche à Washington et surtout au Colorado. Écoutez, on va voir quels sont les résultats. On voit ce que les États-Unis ont fait effectivement dans l'État du Colorado. Et pour moi, je vois le débat. Je respecte ce texte de loi parce que c'est intéressant de le dire. Mais je dis que tout ce qu'il y a dans ce texte-là est une fausse bonne idée parce que nous avons besoin. Nous avons été débordés par l'alcool et par la cigarette, même s'il y a une diminution. Nous avons besoin de marquer des règles. Nous avons besoin de marquer des limites. Mais ça monte tout seul. Oui, mais non, pas du tout. La consommation de cannabis diminue actuellement parce que les gens. Mais non. Ah, vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres. Attendez, alors là, ces chiffres de l'ANU, madame, venez voir nos collègues, lisez cette revue France Forum, vous aurez tous les résultats. Je suis désolé, c'est des criminologues. C'est des criminologues. La consommation de cannabis diminue presque. En France, pas du tout. C'est pas vrai, madame. Regardez. Est-ce que ça ne permettrait pas quand même de casser les trafics, une légalisation et la délinquance et la criminalité. On voit aujourd'hui que la répression touche ses limites. C'est la fausse bonne idée parce que moi je considère qu'il faut, sur ce genre de choses, marquer des barrières. Alors, sur le contenu du texte, c'est vrai que vous avez raison, on peut s'interroger là-dessus, mais moi je crois qu'il est nécessaire que la société ait des signes, et notamment sur l'affaire de la consommation de drogue avec les dégâts que cela fait. Moi je suis élu à Paris, pour toutes les drogues, je suis d'accord, mais sur le cannabis, est plus dangereux que d'autres, parce que soi-disant il est insignifiant. Monsieur Obama récemment a dit que ce n'est pas plus dangereux que l'alcool. On est d'une génération où c'était plutôt régulier ce genre de choses, mais on en voit les conséquences, je suis désolé. Le cannabis, vous avez écouté tout à l'heure le médecin, les conséquences du cannabis, mais on est d'accord, de dynamisme, attitude de retrait chez les jeunes, voire schizophrénie. Sans compter, madame. Mais ils sont 85% des lycéens affirment pouvoir se procurer du cannabis sans difficulté. Alors, ça veut dire que les barrières, on peut les mettre tant qu'on veut. C'est comme vous dites à vos enfants, n'allumez pas la télé, eux, ils allument en cachette. Mais madame, ou ils ça, jouent avec des téléphones. Mais les chiffres de l'ONUS montrent bien qu'il y a une diminution de 175 milliards. Sur ce Écoutez-moi, regardez l'ONU quand même. La facilité pour les jeunes de se procurer du cannabis aujourd'hui, c'est bien un échec d'une politique répressive en la matière. Mais peut-être parce qu'elle n'est pas assez. Écoutez, prenez l'exemple du Maroc. Est-ce que c'est normal que quels que soient les pays, on ait laissé filer au Maroc cette production de cannabis? On sait très bien où ça se trouve. On sait très bien que c'est au Maroc. On sait très bien que c'est dans la région de l'Atlas. On sait très bien tout cela. Est-ce que les pays... Mais c'est pas ça, mais est-ce que les pays ont été courageux? Il y a la criminalité internationale. Je suis désolé. Est-ce que ces pays ont été courageux pour demander au Maroc de dire, écoutez, non, on veut bien vous aider? Ils n'ont pas été courageux. Et le rapport qu'on avait fait à l'époque entre l'Assemblée et le Sénat, on avait soulevé ce problème. Parce que si on était un peu plus de courage, je peux vous dire que la production de cannabis, pleine de pesticides avec les conséquences médicales qu'elle a, eh bien, serait beaucoup moins importante au Maroc si on pouvait dire au Maroc, écoutez, vous arrêtez, parce que toutes les 80% du cannabis arrivent. On a posé la question, c'est la coutume dans cette édition, à notre partenaire du nouvelobs.com, aux internautes, faut-il légaliser la consommation de cannabis? Eh bien, les internautes ont répondu non à 51%, oui à 43% sur 212 votants. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Une sensibilisation de la population à la question, parce qu'il y a quelques années, il y avait que 20%
qui étaient d'accord. Merci Esther Benbassa. Et puis avant de finir ce journal, je vous rappelle peut-être cette information. Eh bien, la reprise par Arcol a été validée dans l'entreprise Maury Ducrot par le tribunal de commerce de Pontoise. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk reçoit le climatologue Jean Jouzel. Très bonne soirée et à bientôt. Ce soir, sur Public Sénat, à 22h, le journal.